cercle vertueux de libres penseurs. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce programme qui aujourd'hui va partir de la crise qui frappe le monde. Vous êtes sans ignorer que le monde est en crise. Cette crise-là n'épargne pas notre pays, la République démocratique du Congo. Une crise économique, une crise de fonctionnement, une crise de production. Cette crise dans notre pays, vous vivez déjà un pic depuis quelques semaines avec la volatilité des indicateurs du cadre macroéconomique, les taux d'échange, les taux d'inflation. Il y a énormément eu beaucoup de problèmes et surtout, notre monnaie a perdu de sa valeur. Pendant quelques semaines, des spéculations ont eu lieu. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise ? Comment les gouvernants se sont pris pour y répondre? Et quelle est finalement la vérité de tout ce qui s'est dit? Entre la crise et son explication, il y a eu un fleuve de rumeurs. Notre travail est de vous apporter la bonne information, mais surtout la bonne explication. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Nous voulons, au travers de cette émission, que nous puissions aplanir la compréhension de la crise qui nous frappe aujourd'hui et voir comment ceux qui nous dirigent s'en sortent ou qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à cette crise. Pour parler de ces situations, je ne suis pas seul. J'ai donc le plaisir d'être accompagné par un confrère, Éric Tchikouma. Bonjour Éric. Bonjour Willy. Éric Tchikouma, il est directeur général de Zoom-Eco, qui est un journal en ligne spécialisé dans les questions économiques et financières. Merci donc Éric d'être avec moi. Mais pour pouvoir aller dans le fond de la question, nous avons besoin d'une voix, la voix d'un expert. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi, surtout pour moi le patriote, pour moi le Congolais, de recevoir sur ce plateau avec Éric, M. Amsini Dandi Matata. Bonsoir. Bonsoir, Willy. Merci donc d'accepter d'être avec nous ce soir pour cette émission. Mon plaisir est davantage important parce que vous êtes sur ce plateau pour la première fois, mais aussi c'est ma joie de présenter l'un des érudits de notre pays. Évidemment, notre pays a beaucoup de ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. Et nous, quand nous prospectons dans l'entourage de nos compatriotes, si nous tombons sur quelqu'un qui vaut la peine d'être présenté, nous le faisons. Donc, au travers de cette émission, nous présentons en fait quand même M. Amsini Dandi Matata. Ici, et vous allez sacrifier de votre temps pour donner des réponses, pour promouvoir le savoir et dans notre population, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Il n'y a pas pire crise que celle qui n'est pas expliquée. Si on souffre sans savoir pourquoi on souffre, la souffrance est double. Aujourd'hui, malheureusement, à la place du savoir et de l'information, il circule donc beaucoup de rumeurs et beaucoup de spéculations, et ça, ce n'est pas sanitaire. Alors, première question, je l'ai déjà dit, nous sommes dans une crise, et nous la constatons beaucoup ces dernières semaines par la volatilité du cadre macroéconomique qui a explosé. Et ça, c'est du domaine du ministère des Finances et du gouvernement. Dites-nous, aujourd'hui, quand on dit le cadre macroéconomique a explosé et que les indicateurs ont changé de position, à quoi on fait exactement allusion? Merci beaucoup. Je pense que pour répondre à cette question, dans le cadre de notre contexte à nous, on peut se concentrer sur deux indicateurs qui défraient la chronique d'ailleurs. Il s'agit du taux de change et du taux d'inflation. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais m'inscrire quand même dans la trajectoire ou la perspective de l'économiste américain Danny Roderick, qui dit que avant de faire des prescriptions, lorsqu'on est face à un problème, notamment d'ordre économique, il faut poser un bon diagnostic. Et avant de poser un bon diagnostic, il faut lever tout équivoque d'ordre sémantique. C'est quoi l'inflation? C'est quoi le taux de change? C'est quoi la volatilité ou la macroéconomique ou encore la dépréciation monétaire? Pour faire simple, l'inflation constitue un phénomène économique qui se caractérise par une augmentation durable et généralisée des prix sur le marché sur une période donnée, généralement 1 an. C'est-à-dire que si j'ai 300 francs, je dispose de 300 francs aujourd'hui et que le prix du pain est à 100 francs, vous conviendrez avec moi que je peux acquérir 3 pains sur le marché.
Mais si le prix passe de 100 francs à 150 francs, avec le même revenu, avec la même disponibilité, je ne pourrai plus en acquérir que 2. Ça veut dire que l'augmentation du prix m'a privé, m'a réduit de ma capacité de m'approvisionner sur le marché. C'est ce qu'on appelle la perte du pouvoir d'achat. Le taux de change est tout aussi simple. C'est en quelque sorte le prix que l'on doit payer ou la quantité de monnaie nationale que l'on doit débourser pour acquérir une unité de monnaie étrangère. Si on dit que le taux est à 1800, ça veut dire qu'il nous faut 1800 francs, dans notre cas, pour acquérir $1 américain. Une petite précision qui peut être utile pour bien comprendre les concepts, c'est que les données empiriques chez nous attestent qu'il y a une forte corrélation entre le taux de change d'une part et le taux d'inflation. Donc il y a un co-mouvement entre les deux variables et qui est estimé à plus ou moins 94%. Donc ce qu'on peut dire du taux d'inflation, on pourra naturellement, mutatis mutandis... Les dire du taux d'échange. Alors, évidemment, Eric va rebondir tout à l'heure, parce que les taux d'inflation a changé les prix des biens sur le marché. Dans quelle proportion ces prix ont changé? Est-ce que c'est des proportions observables de manière quantitative ou bien c'est simplement un petit sursaut que vous avez constaté? En réalité, tout ce qui concerne le taux de change et le taux d'inflation, puisqu'il impacte le pouvoir d'achat des ménages, donc il impacte leur bien-être, c'est très important, quelles que soient les variations. Le taux d'inflation, si vous voulez, c'est comme la température du corps humain. Il peut être bénéfique à l'expansion économique tant qu'il reste dans des marges qui ne sont pas, disons, des marges qui sont maîtrisables. Alors dans notre cas, si on considère le premier semestre de l'année 2020, parce que c'est là qu'il y a des problèmes constatés, en termes de taux d'inflation, on constate que l'inflation annualisée est estimée autour de 31%. Et si on regarde la tendance hebdomadaire, on se rend compte qu'en comparaison de l'année 2019, eh ben, la formation des prix intérieurs est 4 fois plus importante. Le rythme de formation des prix intérieurs hebdomadairement est 4 fois plus important que l'année passée. Ça, c'est extrêmement préoccupant. En ce qui concerne le taux de change, sur la même période, c'est-à-dire le premier semestre, la monnaie a perdu à peu près 14% de sa valeur. Vous me demanderez certainement si tout ça est important. Oui, bien évidemment, l'expression consacrée, c'est pour la ménagère. Est-ce que c'est important de savoir tout ça? Le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. La fameuse expression qui trouve tout son sens. C'est extrêmement important parce qu'on prend encore un autre exemple assez trivial à mon avis, mais très éloquent. Considérons une maman de Kimbanseke qui a 3000 francs tous les jours pour acheter de foufou pour sa famille. Eh bien, avec 3000 francs, je vous informe qu'elle pourra acheter 2 écolos de foufou parce qu'un écolo revient à 1500. Bon, si le prix du écolo passe de 1500, qui est le prix d'aujourd'hui, à 2000, vous comprendrez qu'elle ne pourra plus acheter la même quantité de foufou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle sera obligée de réduire la quantité de nourriture dévolue à chaque membre de sa famille. Donc, l'inflation, par conséquence le taux de change, et ce sont des indicateurs extrêmement importants parce qu'ils touchent directement au bien-être des ménages. Qu'ils soient à Kalemi, qu'ils soient à Mbujimaï, qu'ils soient à Guémena, ou encore en Kamba dans le Bas-Congo, la volatilité des prix nous concerne tous. Et donc la stabilité nous profite tous. C'est pourquoi d'ailleurs aucune autorité de la place n'est insensible à ce qui se passe sur le marché. Alors, Éric Tchoukouma. Oui, merci beaucoup. Je prends 2 chiffres, je retiens 2 chiffres que vous avez avancés tout à l'heure. Le premier, c'est 31% de taux d'inflation annualisé au premier semestre de l'année 2020. Le second, c'est 14% de taux de dépréciation, disons, de la monnaie nationale au premier semestre. Quels sont les facteurs ou les causes principales de ces dérapages inflation, taux de change sur le marché? Alors, avant de répondre à cette question, je pense qui est l'élément central de notre échange, vous me permettrez, chers messieurs, de faire une petite digression. Digression très importante, à mon avis. Alors, en général, il y a 2 types d'énoncés dans la vie. Il y a un premier type d'énoncé qui relève d'un débat d'opinion. Il s'agit, par exemple, de discuter si on est pour ou contre l'avortement ou la polygamie. Pour ce genre de sujet, les opinions peuvent être valablement avancées. Mais il y a un autre type d'énoncé qui, lui, nécessite, pour être appréhendé, des faits. Il y a des énoncés qui nécessitent
d'être factuels parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec nos sentiments, avec nos opinions. Alors, j'estime que le taux de change, la volatilité macroéconomique, se rapproche un peu plus de ce deuxième type d'énoncé. C'est pourquoi, dans mon propos, je vais essayer d'être le plus factuel et le plus objectif possible. Là, le premier, en fait, on va dire qu'on pourra identifier globalement 4 facteurs qui expliquent la volatilité comme vous l'avez épinglé. Le premier facteur, c'est le choc de la Covid, qui a commencé à affecter notre économie à partir de la 11e semaine de l'année en cours. Notre économie, malheureusement, de manière structurelle, elle est dépendante de l'extérieur. Pour la simple raison qu'une bonne partie de nos recettes sont issues de l'activité extractive. Alors que le choc de la Covid a entraîné un ralentissement au niveau mondial, une contraction de la demande globale et une baisse des cours des matières premières. Ce qui ne peut pas nous laisser indifférents parce que la quasi-totalité de nos recettes d'exportation sont tirées du secteur extractif qui représente d'ailleurs près du tiers de notre produit intérieur brut. Ça veut dire qu'au niveau de l'offre de devises, le choc lié à la Covid nous a impactés. D'autant plus qu'à l'intérieur, les mesures de restriction sanitaire ont empêché l'activité économique de continuer son bonhomme de chemin. Dans ce contexte, il est indéniable de dire que la Covid nous a affectés. Mais en réalité, elle n'a fait que exacerber des faiblesses structurelles qui existaient déjà. Alors, si vous permettez, on peut passer à la deuxième... Mais attendez, avant que vous ne passiez au deuxième facteur, par rapport au choc avec la Covid, dans les années passées, on a parlé beaucoup de la résilience de notre économie. On disait que notre économie, certes, elle subissait des chocs, mais cette économie avait des ressorts suffisants pour résister et tenir debout. Dans ce qui concerne la Covid-19, notre économie n'a pas pu être résiliente, si je vous comprends bien. Il faut mentionner deux faits à ce propos. Le premier fait, c'est que le choc de la Covid était un choc global. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans notre pays en termes de volatilité macroéconomique n'est pas inédit. Si vous regardez la tendance de la valeur de la monnaie en Angola, elle dégringole. Au Ghana, ils ont les mêmes problèmes. Ne parlons pas de l'Afrique du Sud. Donc, ou le Nigeria. Le choc est tout à fait global. Mais le débat sur la résilience est un débat très pertinent. Il ne faut pas en faire seulement un mantra. Il faut, je pense, déployer les efforts nécessaires pour renforcer la résilience. Ce n'est pas un événement, c'est un processus qui se bâtit dans le long terme. Deuxième facteur, et vous allez reprendre, parce que vous êtes en train de citer le deuxième facteur. Le deuxième facteur, allez-y. Alors, le deuxième facteur, à mon sens, qui est aussi pertinent à prendre en compte dans l'analyse, c'est l'incertitude économique. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, nous avons assisté à une remontée des tensions et des chocs politiques entre les différentes familles. Eh bien, ces chocs-là, ou cette incertitude politique, n'a pas laissé les variables macroéconomiques indifférentes. Parce que la littérature économique et même les faits empiriques nous renseignent que les pays à forte instabilité politique sont aussi les pays à plus forte volatilité macroéconomique. Soyons précis, quand vous dites instabilité politique après une élection avec des institutions, vous parlez de marches. Les marches sont des expressions démocratiques. En quoi est-ce que les marches peuvent avoir une influence sur la santé économique? C'est quand même, ça va de soi que des gens peuvent s'exprimer. Notre pays, notre État est assez organisé pour pouvoir absorber ce genre de demandes. Comment vous pouvez parler d'incertitude avec les marches qui sont en fait absolument démocratiques? Je pense qu'il faut replacer toute expression démocratique dans son contexte. Il n'est pas question ici de nier ou de refuser à qui que ce soit ou à quelques citoyens que ce soit son droit de s'exprimer, qui est d'ailleurs consacré par la Constitution. Seulement, d'un point de vue objectif, on va regarder l'incidence de chaque action sur les signaux que l'économie émet. Et les signaux qui sont émis dans un climat d'incertitude font que les anticipations des agents économiques vont impacter négativement sur la marge de l'économie. Je m'explique. Les agents économiques aujourd'hui vont anticiper non seulement sur ce que sera la stabilité macroéconomique dans le futur, mais aussi sur la capacité de l'État à apporter des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Ça veut dire que sur base de toute cette information disponible, ils vont calibrer leurs décisions en termes de consommation, mais aussi en termes d'investissement. Si les perspectives du futur ne sont pas bonnes, parce qu'ils ce n'est pas de la charité, ils vont
freiner, ils vont faire de la rétention en termes d'investissement. Mais comment vous calculez l'incertitude politique? Comment vous calculez cela? Quels sont les faits incontestables? Par quel ratio on détermine que l'économie a connu un impact négatif sur base de l'incertitude politique évaluée à tel coefficient? Alors, il y a plusieurs manières dans l'analyse de le calculer de manière objective, de manière rigoureuse. Prenons par exemple le solde global des opinions des chefs d'entreprise produit par la Banque centrale du Congo. Depuis juillet 2019, ce solde est en constante détérioration. Depuis juillet 2019. Expliquez un peu ce que c'est pour ceux qui nous suivent. De manière simple, la Banque centrale du Congo mène des enquêtes auprès des chefs d'entreprise pour savoir quelles sont leurs perspectives de court terme en termes d'investissement, en termes de commandes, bref, en termes de business. Comment ils voient l'avenir. Et ce solde des opinions, qui est un indicateur agrégé, diminue depuis juillet, ce qui traduit quand même un pessimisme sur le futur. Mais il y a aussi plusieurs variables proxy que nous pouvons élaborer, notamment en utilisant les écarts entre le taux de change parallèle et le taux de change interbancaire. Bref, les économistes sont quand même des outils, une palette d'outils qui permet de mesurer l'incertitude. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, on peut y arriver, c'est quantifiable. C'est mesurable. Et je puis vous dire qu'il y a eu 2 épisodes d'incertitude qui se voient sur les chiffres. Un en décembre 2019 et un autre très fort en mars 2020. L'incertitude économique est très forte et les opérateurs économiques vont anticiper sur ce que sera l'avenir en calibrant la quantité qu'ils vont consommer, l'investissement qu'ils vont porter. Ça relève des faits. Ça ne relève pas des opinions. Sur le deuxième aspect, vous avez une question? Non, ça va. Je voudrais juste qu'on passe au troisième aspect, troisième facteur. OK. Et le troisième facteur qu'on peut ici épingler, c'est quand même la déconnexion entre le budget voté et le budget exécuté. On votait un budget de plus de 11 milliards de dollars, alors qu'en exécution, c'est très difficilement comptable sur la moitié de ce budget. Ça veut dire que cette déconnexion crée une pression sur les dépenses qui est de nature à remettre en cause, remettre en question la capacité de l'autorité de la politique budgétaire à ne pas recourir aux avances de la Banque centrale et donc à limiter les pressions inflationnistes. Ça, c'est un facteur qu'il importe de prendre en compte. Et quatrième facteur? Le quatrième facteur, qui lui aussi est tout à fait important, il concerne aussi la politique budgétaire. C'est l'incapacité relative, finalement, de l'autorité de la politique budgétaire à déployer ces outils. Vous savez que 75% des recettes collectées sont affectées aux rémunérations. Donc, dès que nous avons payé nos policiers, dès que nous avons payé nos militaires, nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons consommé 75% des ressources collectées. Alors, si on ajoute à cela, aux rémunérations, on ajoute le remboursement de la dette extérieure qui est tout à fait contraignant. On rajoute les frais de fonctionnement des institutions, on arrive à des dépenses contraignantes qui tournent autour de 96%. Ça, c'est une moyenne mensuelle depuis mars 2020. 96%, ça veut dire qu'il ne reste que 4%. 4% au gouvernement pour gérer l'ensemble des problèmes de la République. Merci beaucoup, mais je pense que les 4 facteurs que vous venez d'évoquer tout à l'heure justifient en fait l'environnement d'absence ou de faiblesse, de résilience de notre système économique ici en République démocratique du Congo. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, que c'est un processus, ce n'est pas un événement. Ça signifie que ça ne se décrète pas du jour au lendemain, voilà, on change le modèle économique et on devient résilient. Non. Ne pensez-vous pas que c'est le moment, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, de lancer ces processus? Je pense que vous avez épinglé un problème très sérieux et très pertinent, parce qu'on ne peut pas prétendre développer un pays comme le nôtre avec des finances à flux tendu. Donc, quand il vous reste 4% tous les mois pour gérer tous les problèmes, ça veut dire que vous devez faire des arbitrages douloureux, des arbitrages difficiles entre l'urgent et le nécessaire. Et à force, comme le disait Edgar Morin, à force de négliger le nécessaire pour l'urgent, on finit d'en oublier l'urgence du nécessaire. Et entre-temps, il y aura beaucoup de grincements dedans, des revendications à gauche, à droite, tout ça. Je vous dis, c'est une certitude mathématique qu'avec 4% des recettes mobilisées, on ne peut pas répondre à l'intégralité des besoins. C'est une certitude
mathématique. Je voudrais revenir au troisième facteur, la déconnexion entre le budget voté et finalement celui qui est appliqué. Vous parlez quand même, c'est quand même étonnant que le gouvernement qui a voté un budget dans un contexte sans Covid et qui vit aujourd'hui les conséquences de la maladie, de la pandémie, le gouvernement n'ait pas eu la force rapide d'aller vers le Parlement pour un collectif. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens revendiquent quoi? Ils revendiquent les lignes budgétaires votées par le Parlement. Ils revendiquent des lignes existantes dans le budget qui a été voté. Les médecins, les professeurs, les étudiants, l'ensemble du personnel de l'État regardent les budgets votés par le Parlement et promulgués et regardent les lignes budgétaires et vont vers le ministère du Budget, vers les finances pour le paiement. Vous vous dites que ça a changé terriblement. Pourquoi d'abord ne pas régler la question du collectif budgétaire? Pourquoi n'avoir pas adapté d'abord le vrai budget appliqué à l'ancien? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre question semble avoir des allures économiques, mais en réalité, son fond est véritablement politique. Parce que le collectif budgétaire est une décision qui nécessite quand même un certain consensus des acteurs autour de la vision, autour des sacrifices qu'il faut prendre. Mais nous n'aurons jamais 10 milliards votés, jamais. Nous savons que ce ne sera pas ça. Dans le contexte présent, il est très difficile, compte tenu de tous les paramètres, compte tenu de tous les facteurs, il est très difficile de manière réaliste d'arriver à ces assignations. On peut continuer à faire des efforts pour s'en rapprocher le plus possible, mais tout en ayant conscience que ce sont des efforts herculéens qui ne sont peut-être pas à notre portée à court terme. Alors pour revenir sur la question du collectif, c'est pourquoi j'estime, j'ai évoqué la question de l'incertitude, parce que ce sont des décisions qui demandent de la cohésion, qui demande de la cohérence dans les vues. Et d'ailleurs, M. Chikuma l'a bien mentionné, nous avons besoin de plus de réformes profondes, de nous concentrer sur les vrais problèmes. Et pour se concentrer sur les vrais problèmes, il faudrait des sacrifices dans le présent. Il faut sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Quand je parle de présent personnel, ça veut dire le présent de ma famille politique, mon présent à moi-même, je dois le sacrifier au nom d'un futur collectif national. Et pour ça, il faut avoir la capacité de regarder tous dans la même direction, de taire les différends qui sont, à mon avis, transitoires, pour se concentrer sur le destin collectif. Parce que nous y sommes, je vais vous donner la parole tout à l'heure, Chikuma. Parce qu'on est dans la cohésion nécessaire, parce qu'on est dans les sacrifices. Il y a quand même une rumeur persistante qui voudrait lier la dépréciation actuelle de notre cadre macroéconomique à un acte de sabotage de l'action du président de la République, en disant, voilà, on ne peut pas le laisser gagner, parce que s'il gagne, certains vont grincer les dents. Et d'ailleurs, le ministère des Finances, dont vous représentez aujourd'hui l'intelligence et la pertinence, est cité comme étant un des acteurs de ces sabotages, en ne payant pas, en créant des difficultés dans des fonctionnements dans les différents ministères. Ça participerait à un complot. Et ça s'est dit aussi que c'est une... Certes, il y a la Covid, mais l'accélération de la crise viendrait aussi d'un plan concocté contre les chefs de l'État. Je pense que vous comprendrez maintenant l'importance de la digression que je vous ai proposée. Ce que vous venez d'énoncer là, ça fait partie, je pense, de la première catégorie d'énoncés. Les énoncés spéculatifs, les opinions qui n'ont aucune connexion avec les faits. Mais si vous parlez du ministre des Finances dans votre allusion, je pense que je ne partage pas votre opinion. Pour la simple raison que, connaissant le professionnalisme de la personne et connaissant son sens de la moralité, cette hypothèse est à écarter. Mais de toutes les façons, pour saboter l'action du chef de l'État, il faut avoir les leviers. Les dépenses courantes avalent, les dépenses contraignantes avalent 96% de nos recettes. Si on ajoute quelques engagements courants de l'État, ça fait 104%. Nous dégageons un déficit structurel tous les mois de 4%. Dans ce contexte, comment dire qu'on ne paye pas? En fait, on paye tout. Le problème, c'est qu'on... On n'a rien. Non, oui, le problème, c'est qu'on paye tout. En réalité. On paye tout, mais on n'a rien, en fait. C'est bien cela. Lorsque nous sommes en temps de crise, nous devons tous serrer la ceinture. Et on n'a pas tous la même perception des sacrifices à faire. Alors chacun y va de son commentaire. Et ce qui, je vous dis, relève de plus de spéculation. Donc le ministre Sélé est totalement loin de ces genres de complots. Mais vous savez, le prestige de l'argentier de l'État est aussi mesuré à l'aune des résultats macroéconomiques.
ça veut dire qu'il ne peut pas se saborder lui-même. Mais si, en plus des difficultés que nous avons, de la composition de nos dépenses, comme je viens de la décrire, et des effets de la Covid, il y a quelqu'un qui continue à penser quand même qu'il y a des faits de sabotage, je pense que les raisons sont ailleurs. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être mobiliser plus de recettes afin de pouvoir augmenter la capacité du gouvernement à pouvoir intervenir, à faire face à ces besoins en dépenses? Ça, c'est absolument indéniable. À partir du moment où les pressions sur les dépenses, qui relèvent d'une demande sociale forte, nous conduisent à des tensions inflationnistes, ça nous remet quand même devant nos responsabilités en ce qui concerne l'effort de mobilisation des recettes. Et c'est là que nous devons nous concentrer, sur les vraies réformes. Plutôt que de spéculer sur qui est responsable, nous devons nous concentrer plutôt sur les solutions. Nous allons y arriver aux solutions, mais je crois qu'il y a encore une question. Oui, revenons un peu sur la question relative au collectif budgétaire. Est-ce que, au niveau du gouvernement, c'est déjà en discussion, c'est en préparation? Est-ce que à la prochaine session, qui sera essentiellement budgétaire, le gouvernement pourrait déposer ces collectifs budgétaires? Vous savez, l'agenda parlementaire est particulier. Nous sommes en train de cheminer vers des échéances qui vont nous conduire à la planification pour 2021. Mais encore une fois, tout ceci est tributaire de la volonté des acteurs politiques, de leur capacité à taire les différents transitoires, les différents qui ne sont que transitoires, pour se concentrer sur les objectifs de long terme. Ça va dépendre de la volonté des acteurs. Je reviens aux faits, à l'opinion. Je ne sais pas si vous allez mettre ça dans le cadre des opinions volatiles ou des faits établis. Parmi les causes, j'ai cité tout à l'heure le sabotage, vous venez d'écarter ça avec une machette de samouraï. Mais je voudrais revenir sur un autre fait. On parle que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'exonérations que notre pays n'a plus de moyens. Si les 4% sont encore disponibles, c'est parce qu'ils n'ont pas été avalés par la machine à fabriquer les exonérations qui est très professionnelle et très développée dans notre pays et produite justement par les acteurs politiques dont vous réclamez la cohésion. J'ajoute en plus des exonérations, des compensations. Et lorsque vous entendez les chiffres qui sont avancés aujourd'hui par les différentes structures étatiques, des chiffres qui sont tout aussi officiels, alors ça donne des tournis. Alors, moi, je m'attendais à ce que vous me demandiez, mais pourquoi je n'ai pas parlé de la politique monétaire? Parce qu'elle en a pour quelque chose aussi dans la dépréciation. Si vous voulez, on y reviendra. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons, je pense, aisément analyser cette question. D'entrée de jeu, il faut saluer l'effort de rationalisation du secteur, de rationalisation des investissements, des exonérations, et souligner tout de même qu'elle doit s'inscrire dans un contexte particulier. Parce que les exonérations sont du fait de la loi et elles sont déjà orientées, canalisées par la Constitution elle-même en son article 74 alinéa 3 qui rappelle que les exonérations ne peuvent avoir d'allègements fiscaux que par la loi. Et on peut recenser à peu près 19 textes légaux et réglementaires qui consacrent les exonérations. C'est par exemple le code des douanes, c'est par exemple le code des investissements, la loi sur l'électricité, la loi sur l'agriculture, et le code minier. Et toutes ces exonérations ne sont pas du fait du ministère des Finances. Le ministre des Finances contresigne des arrêtés en vertu de ses attributions, mais des arrêtés qu'il n'a jamais initiés. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'en réalité, l'État accorde des exonérations en contrepartie d'une création de richesse additionnelle. On vous donne une exonération parce qu'on espère que celle-là vous permettra de mettre en place une activité économique qui va créer de la richesse, qui va créer de l'emploi, qui va stimuler la production locale pour réduire notre dépendance à l'extérieur, qui finalement va profiter à l'État en créant dans la durée, en créant un cycle vertueux qui lui permettra de collecter de l'impôt et de la TVA. Alors, les efforts actuels de rationalisation doivent s'inscrire dans ce contexte-là. L'idée étant d'assurer un équilibre entre la nécessité de collecter davantage de ressources, mais aussi la nécessité d'assurer l'attractivité économique du pays. En fait, il s'agit d'une question qui relève aussi tout simplement du climat des affaires. Mais ce sont des efforts, des signaux importants qui peuvent nous permettre de renforcer les bons principes et de minimiser les abus éventuels. Mais
Mais le problème à ces niveaux-là, c'est aussi des compensations ou alors des exonérations qui sont, entre guillemets, illégales. Alors, complaisantes. Je pense qu'il y a un effort de clarification sémantique qu'il faut qu'on puisse être capable de faire. Les exonérations, les compensations et les imputations ne se valent pas. Ces trois concepts qui sont très différents, qui relèvent de manière légale de textes légaux différents, qui relèvent d'une logique légale différente et qui ont des impacts économiques différents. Il faut faire attention à ne pas tout mélanger parce qu'on tombe très rapidement parce que nous dans y la sommes. Parce que nous y sommes. Il faudrait, parce que c'est en fait la chanson tous ces derniers temps. On entend parler compensation illégale, exonération illégale ou complaisante, ainsi de suite. Bon, les exonérations, comme je vous ai dit, elles sont encadrées par la loi. S'il y a des abus, il faut les corriger. Il faut lancer un débat au Parlement sur l'opportunité, la nécessité de garder telle ou telle autre loi qui consacre des avantages fiscaux. Mais ce sont des réformes structurelles qui doivent être analysées avec froideur, être analysées sur base d'un diagnostic objectif. Tomber sous le coup de la chasse aux sorcières. Qui ne doivent pas tomber, on va dire, sous le coup des contraintes ou des besoins du court terme, des besoins aléatoires. Parce que je vous ai dit que ça participe de l'attractivité économique. C'est incitatif, des mesures incitatives. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait rationaliser. S'il y a besoin de rationaliser, il faudrait développer les efforts pour le faire, mais s'inscrire dans une perspective de long terme, sur base d'un diagnostic. Je rappelle encore l'orientation de Dany Rodrik. Avant de prescrire un remède, faites un bon diagnostic. Il faut d'abord diagnostiquer de manière froide, objective et non complaisante. Alors, les compensations, c'est une manière assez dérogatoire d'éteindre une dette vis-à-vis de l'État. C'est par exemple les miniers. L'État doit au secteur minier un peu plus d'$1 milliard au titre d'avance de TVA. Les compensations consistent à éteindre cette ardoise de l'État en utilisant les droits dus à l'État par le secteur minier. Mais l'État a décidé finalement d'annuler ou de stopper toute forme de compensation. Encore faudrait-il résoudre cette question. Le deuxième exemple, je pense qu'il est très important, qui s'inscrit dans l'actualité, c'est le secteur de la distribution des produits pétroliers. Le prix du pétrole à la pompe, de l'essence à la pompe, est administré. Ça veut dire que les opérateurs sont obligés des fois de vendre à un prix inférieur à celui qui les permet de rentrer dans leurs coûts. Il se dégage des pertes et manques à gagner que l'État doit compenser. C'est le cas aujourd'hui avec Kinshasa où, par exemple, dans la structure de prix, le taux de change qui est intégré, appliqué dans la structure de prix n'est pas le taux de change réellement appliqué sur le marché. Il en découle en conséquence des pertes et manques à gagner. Exact. Et comment les opérateurs compensent ces pertes et manques à gagner? L'État est censé... Justement. Voilà. Vous voyez qu'il y a un vrai débat objectif. Et, oui, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous recevons M. Amsini Dandi Matata, économiste et conseiller du ministre des Finances, avec lequel nous allons essayer de comprendre finalement les solutions. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à saisir. Vous avez déterminé les causes, sans peut-être tout exposer, mais vous avez donné l'essentiel des causes de cette volatilité du cadre macroéconomique. Mais vous devez nous dire aussi ce qu'il faut faire ou ce qui a été fait. Parce que j'apprendrai par exemple que le Fonds monétaire international nous a appuyés 2 fois par des appuis budgétaires, mais nous ne les avons pas sentis. Hein, ces appuis-là, on ne les sent pas. Donc c'est encore entré de quel côté est-ce qu'on les a ressentis? En fait, vous avez la parole pour nous dire qu'est-ce qui a été fait finalement pour faire face. Qu'est-ce que le ministre des Finances et le gouvernement ont mis en place comme moyen pour pouvoir faire face à cette crise du cadre macroéconomique? Je pense que le problème est à voir plutôt au niveau de l'institution gouvernement plutôt que de le concentrer sur le ministre des Finances qui, je pense, dans ses attributions, agit au nom du gouvernement. Alors revenons d'abord sur les facilités, les appuis du FMI. Il faut saluer là un leadership, on va dire, un leadership vraiment engagé, un leadership volontariste de la part du chef de l'État qui s'est personnellement engagé au front pour qu'on ait ces appuis qui sont très salutaires. Si on n'avait pas ces ressources,
la situation serait d'autant plus difficile parce qu'elles ont permis de conforter notre niveau de réserve de change qui permet à la Banque centrale d'exécuter son budget en devises et de limiter un tant soit peu la volatilité du cadre macroéconomique. Mais il faut reconnaître que ces devises, c'est on va dire quelque sorte un cinquième facteur, l'incapacité relative de l'Institut d'émission de jouer sur les instruments de politique monétaire à sa disposition. Alors, en ce qui concerne ce qui devrait être fait, encore une fois, si on a posé les diagnostics et qu'on admet qu'il y a une part de choc exogène, là, il faudra avoir la sincérité de reconnaître que nous sommes une petite économie ouverte. On a très peu d'incidence à court terme sur, on va dire, la santé de l'économie mondiale. Là, la solution, c'est vraiment une solution de long terme. Il faudrait qu'on se dote d'un plan de diversification et qu'on y travaille sérieusement, qu'on l'implémente sérieusement pour peu à peu stimuler l'appareil productif local et nous délester de notre dépendance à l'extérieur. Là, je ne pose pas la question au conseiller du ministre. Je pose la question au chercheur que vous êtes. Vous êtes un chercheur en matière des sciences économiques. Est-ce que le Congo, notre pays, la RDC, avec sa classe dirigeante, sommes-nous réellement capables de réaliser la diversification économique, d'autant plus que nous avons l'impression que l'identité même de notre économie nous échappe. Une économie préfabriquée, dans laquelle nous sommes des locataires. Avons-nous aujourd'hui la capacité managériale de diversifier une économie que nous n'avons pas conçue? La question, je vous la pose à vous en tant que chercheur. Donc soyez rassurés qu'elle ne vaut pas une trahison de qui que ce soit. C'est une question des chercheurs. Absolument, je pense que c'est une question pertinente qui concerne le chercheur mais aussi le citoyen. Nous avons tous les atouts pour devenir une puissance agricole, pour devenir une puissance économique au cœur de l'Afrique et pour faire rayonner le continent. Nous avons au niveau potentiel tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est la chanson, on ne mange pas le potentiel. C'est la chanson. Le potentiel doit être converti effectivement en vraie richesse. Mais pour cela, il faut non seulement de la volonté, il faut du travail, mais il faut faire de cette question une priorité nationale. Le problème, c'est notre ordre de priorité. Parce que la diversification va nous demander aujourd'hui des sacrifices énormes pour que nos enfants puissent en bénéficier. Il faut des choix politiques difficiles, renoncer au présent personnel au nom d'un futur collectif. Mais dans une situation de crise, l'histoire de notre pays et même l'histoire de l'humanité nous démontre que les hommes, lorsqu'ils font preuve de volonté et surtout d'abnégation, arrivent à déplacer les montagnes. C'est tout à fait possible. Après, si vous voulez... évidemment, l'abnégation, la volonté, les sacrifices, c'est des termes livresques. On ne les voit pas en réalité parmi les Congolais. C'est comme ça que je vous posais cette question-là. Mais vous avez une autre appréciation par rapport à ça, parce qu'on va clôturer. Quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'il faut relancer ou lancer ces processus? Parce que c'est une question que je vous ai posée tout à l'heure. Tout à fait. Il faut commencer maintenant. On ne peut pas faire de ce pays, on ne peut pas faire de la diversification du Congo un chantier si on n'en a jamais fait un projet. Il faut commencer par faire de notre pays un grand projet avant d'en faire un chantier. Qu'est-ce qui empêche aux dirigeants actuels, à la classe politique, aux intellectuels congolais que nous sommes aujourd'hui de pouvoir se mettre d'accord autour de cet idéal, autour de ces projets communs et de pouvoir le lancer? Je pense que la volonté, elle est là. La volonté existe, mais malheureusement, elle est étouffée par des voix discordantes, par des voix extrêmes. Mais vous, les journalistes, vous servez à l'opinion essentiellement la discordance et l'extrémisme. C'est pourquoi vous n'entendez pas d'autres sons des cloches qui sont très prometteurs. Merci pour l'attaque, ça nous a touché au cœur et nous ferons un effort. Merci. Nous allons terminer cette émission, Monsieur Amsini. Vous avez tout dit, presque tout dit, et c'est une très bonne chose que nous vous ayons laissé cette parole pour en parler. Mais nous digressons aussi pour terminer. Tout à l'heure, je vous présentais, j'ai parlé de la Haute-C, que vous aimez la Haute-C, et même Edgar Morin que vous avez cité. J'aimerais quand même que vous nous dites pourquoi un Congolais jeune pourrait avoir une référence avec ces grands hommes. Quels sont les lieux de connexion? Vous savez, la Haute-C, ça part
Je pense que ça part de mon expérience de vie personnelle, mais ça part aussi d'un amour passionnel que j'ai pour la philosophie. Lao Tzu, il est à la base du courant taoïste. Vous savez, devant l'adversité, face à la difficulté, des fois il faut laisser faire. Il faut laisser le temps apporter les solutions. Il n'est pas toujours utile de faire démonstration d'orgueil ou démonstration de force. Un peu comme un adage chinois qui dit que la mouche qui se trouve sous le front de ton frère, ce n'est pas avec une hache que tu vas l'enlever. Alors, vous regardez la caméra. Vous avez parlé ce soir à beaucoup de personnes. Nous avions l'objectif, c'était de vous donner la parole pour éliminer, tant soit peu, les mauvaises réponses aux bonnes questions que les gens se posent aujourd'hui. En résumé, un dernier message pour notre public quant à la cause principale de la volatilité de notre cadre macroéconomique, mais surtout aussi une lueur d'espoir pour des lendemains meilleurs, car le présent, lui, il est gris. Je vous en prie. Alors, en ce qui concerne la volatilité du cadre macroéconomique, nous avons identifié les causes. Les causes, elles sont connues. Elles se passent de toute forme de spéculation, elles se passent de toute forme de sentiment et d'émotion. Maintenant, est-ce qu'on continue à spéculer sur quelles sont les causes de la situation actuelle ou on décide résolument de travailler à l'essentiel? L'essentiel, ça veut dire bâtir une vision commune, travailler sur les solutions qui, elles, sont tout aussi identifiées et identifiables. L'histoire de notre pays, encore une fois, nous rappelle que lorsque le péril était à notre porte, les enfants de ce pays ont su se mettre ensemble pour voir, en dépit de leurs divergences, quel était l'intérêt commun. Et j'en appelle à cette cohésion de vue, à cette harmonie de vue, parce que les défis qui sont les nôtres ne peuvent jamais être relevés dans un climat délétère, un climat de décohésion, un climat d'incertitude. Merci. Merci, M. Amsini Dandi Matata. Merci aussi, Eric Tikouma, pour votre prestation dans ce programme. Merci surtout aux téléspectateurs de nous avoir suivis, mais d'avoir aussi noté avec vous-même des rendez-vous pour l'amélioration de nos conditions et nos conditions communes qui ne peuvent être obtenues, en tout cas, c'est ma conviction, que par un effort concerté d'un consensus sur des questions essentielles. C'est avec ces paroles que nous vous disons au revoir et nous espérons vous retrouver dans un autre cadre avec un autre programme. Nous avons été heureux, en tout cas aujourd'hui heureux, d'être avec notre invité. Au revoir et à la prochaine. Le cercle vertueux de libre penseur.